Bonjour tout le monde. Je suis bien content de voir que déjà, là, on a plus de 80 personnes de connectées sur Zoom, en plus de ceux qui vont nous rejoindre sur Facebook. Je m'appelle Pierre-Luc Lafrance. Je vais être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Je suis très, très heureux d'avoir l'occasion de vous accueillir pour le lancement du documentaire Garder le cap qui est présenté par le réseau Avant de craquer. C'est par cette activité-là qu'on va vraiment lancer la programmation dans le cadre de notre campagne de sensibilisation 2021. Je vous rappelle, le thème cette année, c'est parce que tu comptes, toi aussi. Garde le cap. En effet, on veut rappeler l'importance, surtout auprès de notre public cible, c'est-à-dire les jeunes de 18-25 ans, mais aussi les plus jeunes, les 13-17 ans, et je dirais même la population en général, de prendre soin de nous aussi à travers ça. Parce que oui, les gens de l'entourage ont un rôle à jouer, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi s'assurer d'être bien là-dedans. Petite note, ça va être important aujourd'hui de demeurer en ligne parce que, bon, je sais, vous attendez tous de voir le documentaire. Mais à la suite de la présentation, on va revenir ensemble, il va y avoir des commentaires et on a aussi un concours pour vous aujourd'hui. 2 cartes de crédit prépayées d'une valeur de 100 $ et je vais vous expliquer au retour comment vous pouvez participer pour pouvoir gagner. Aujourd'hui, pour présenter le documentaire, j'ai la chance d'avoir avec moi le réalisateur, Maxime Pelletier-Huot. J'ai la chance aussi d'avoir les participants, Joanny Roussel, Dave Bellé, Marie Poulain. Et j'ai la chance d'avoir aussi notre porte-parole, Jean-Philippe Dion. Jean-Philippe, tu as été impliqué dans le projet, dans le processus pas mal dès le début. Est-ce que tu peux me parler de l'objectif derrière le documentaire? Ben oui, certainement. Puis, tu sais, je veux vraiment, le documentaire, c'est vraiment l'œuvre de Maxime là, Pelletier, Mhm. qui a fait un travail incroyable. Mais donc, évidemment, comme porte-parole, oui, j'étais dans les discussions dès le départ, depuis déjà un bon moment, pour essayer de se dire comment rejoindre les jeunes, comment essayer de faire parler de la cause également. Puis, je trouve que cette idée-là, en fait, donc d'aller chercher nos trois amis qui sont là, Marie, Dave et Joanie, pour leur faire parler, a été la meilleure idée possible. Il y a une simplicité dans ce documentaire-là qui fait vraiment énormément de bien, là, d'entendre nos trois amis qui parlent avec leur cœur, avec leur trip, qui parlent d'une réalité qui peut-être pour certaines personnes est une réalité qu'on ne connaît pas, mais qui pour d'autres, comme moi, dans mon cas, ça me faisait tellement penser à ma vie avec ma maman, à mon enfance, à ce que j'ai vécu. Tu sais, dès les premières minutes, j'avais les yeux pleins d'eau parce que je trouvais tellement que c'était vrai, puis c'était exactement la vraie affaire. Fait que je pense que c'est le meilleur exercice finalement pour briser des tabous, pour en faire parler, puis donner un réalisme à ce qu'on vit comme membre de l'entourage. Et on s'entend dans le documentaire, on touche plusieurs thèmes, chacun a sa propre histoire, mais il y a quand même des thèmes qui peuvent justement rejoindre des gens comme toi qui ont vécu ça et d'autres qui le vivent en ce moment. Peux-tu me parler un peu, c'est quoi les principaux thèmes? Ben, tu sais, la culpabilité, évidemment, hein, ça fait partie de notre vie, tu sais, selon les histoires, puis évidemment, les trois pourront en parler aussi dans leur parcours à eux. Mais c'est sûr que la culpabilité pour nous de ne pas être toujours présent, de est-ce qu'on aide assez, est-ce qu'on est assez proche, est-ce qu'on réussit à faire briser les tabous, à faire tomber les tabous autour de notre famille. Fait que ça, c'est sûr que la culpabilité, c'est un thème très présent. L'impuissance aussi. Hein, ça fait partie de ce qu'on a tous vécu, chacun de notre manière. Tu sais, je pense à Dave et à son ex-conjointe, en fait. Donc, évidemment, ça aussi, ça fait vraiment partie d'une thématique qu'on peut entendre dans le documentaire. Génial. Ben, merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vais maintenant m'adresser aux participants. J'aimerais ça à tour de rôle que vous me disiez ce qui vous a motivé à participer à ce projet-là. On pourrait commencer par Marie. Donc, oui, moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a incité surtout à aller faire le documentaire, c'est j'ai beaucoup de misère à raconter mon histoire en passant, et si mon histoire pourrait aider juste une personne, ça ferait mon bonheur. Puis
c'est vraiment ça qui m'a motivée à aller raconter mon histoire à un public qui est assez grand. Merci beaucoup. On continue avec Joanie. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce projet-là? Bien, en fait, moi, je trouve que c'est important d'en parler, que c'est quelque chose que souvent les gens peuvent avoir tendance d'avoir de la difficulté à en parler. Et je trouve aussi que c'est libérateur de partager ça, cette petite parcelle de moi qui, comme Marie aussi, qui pourrait permettre effectivement d'aider des personnes. Donc, c'est vraiment dans le but d'aider et de mentionner aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Génial. Poursuivons maintenant avec Dave. Même question. Ben, de mon côté, c'est vraiment dans l'optique de donner aux suivants puis de partager mon expérience personnelle pour aider les gars, des fois, là, qui ont un petit peu plus de difficultés à s'ouvrir ou accepter d'aller chercher de l'aide. C'était vraiment dans cette optique. Et continuons avec toi, Dave. Comment tu as réagi lors du tournage? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a l'idée qu'on a avant, mais quand on l'a vu, ça s'est passé comment? Ça a été vraiment une super belle expérience. Maxime et sa coordonnatrice, là, son assistante, pardon, April, ils étaient vraiment gentils. C'était vraiment facile de travailler avec eux. Puis, c'est probablement un des moments de ma vie où je parlais de quelque chose d'aussi personnel, puis de près de moi, puis de sensible. Puis, ça, à quelque part, c'est un peu thérapeutique aussi. Fait que ça a vraiment été une belle aventure. Quelques journées de tournage dans Charlevoix. Fait que, ouais, une très belle expérience. Puis, est-ce que tu as l'impression que le résultat final représente bien ta réalité, représente bien ce que tu as vécu? Bien, c'est sûr que on parle d'un documentaire de 30 minutes, on est trois panélistes dans le documentaire, fait que c'est sûr qu'on pourra en parler pendant des semaines de temps, chacun de nos histoires, là. Mais je trouve que ça illustre bien le message que je voulais passer, c'est-à-dire, les gars, on peut aller demander de l'aide, il faut demander de l'aide et on n'est pas seul. Pour traverser n'importe quelle épreuve dans la vie, il y a toujours les bonnes personnes au bon endroit. Puis vraiment de briser ce tabou-là, surtout chez les gars. Ouais. Génial. Joanie, un peu la même chose. Comment ça s'est passé pour toi le tournage? Comment tu as vécu ça? Eh bien, moi, ça a été une expérience géniale. Moi, j'ai apprécié vraiment Maxime et April également. C'était pas intimidant, donc c'est sûr qu'on va parler de des sujets assez délicats, mais ils ont amené ça avec délicatesse également, donc ça a été vraiment agréable. Ça a permis également de passer des beaux moments avec ma mère, donc quelque chose que je garde en mémoire et que personnellement, ça l'a fait un petit lien de plus là, avec ma mère et qu'elle s'implique également dans ce projet-là. Moi, ça me fait plaisir parce que veux pas, c'est la personne concernée principalement. Donc, qu'elle veuille s'impliquer également, mais j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Donc, c'était vraiment, moi, j'ai vécu une très belle expérience. Si c'est à refaire, je n'hésiterai pas. D'ailleurs, j'ai eu la chance, moi, de voir le documentaire, contrairement à plusieurs là, qui participent, qui vont le découvrir dans les prochaines minutes. Mais en effet, ça sent super bien la complicité que tu as pu vivre avec ta mère. Ça fait partie des choses qui sont pleinement humaines qui ressortent là-dedans. C'est d'abord avant tout une aventure humaine. C'est d'abord avant tout des histoires qui sont à la fois personnelles, mais qui ont un côté universel. Oui. Est-ce que tu as l'impression que ça a bien représenté le résultat? On s'entend, on vient condenser certaines choses, mais est-ce que ça représente bien ce que tu as vécu et ce que tu vis? Absolument. J'ai même été agréablement surprise. Très sincèrement, quand j'ai vu le résultat, je ne m'attendais pas à ce que ça soit. Moi, mon premier mot et le seul mot, en fait, que je réussissais à dire, c'était « wow ». Tout simplement. Donc, j'ai vraiment je suis très satisfaite et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager ça avec tout le monde. Donc, oui, effectivement, oui, c'était très, très agréable. Génial. Marie, on va terminer ce tour de table avec toi. Comment tu as vécu ça, cette expérience-là? Au début, j'ai trouvé ça terriblement stressant car j'ai parlé de mon histoire ouvertement devant une caméra. C'était pour moi une première fois. Et j'étais stressée. Je me disais comment que ça va finir, comment que le résultat final, qu'est-ce que ça va donner. Et on m'a mis super à l'aise dès le début. S'il y a quoi que ce soit, tu peux le dire.
Donc, c'était très positif. J'ai adoré ça tourner. C'était incroyable. On est allé à plusieurs endroits. C'était super le fun. Et ouais. Génial. Puis, il y avait un stress là, sur le résultat final. Et dans les faits, quelles sont tes impressions sur les résultats? Je trouve ça incroyable. Sérieusement, c'est hot. Comme Dave l'a dit aussi, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais ouais, sérieusement, j'avais aucun mot. J'étais stressée. Je me disais, crime, je vais me voir dans un documentaire. C'est une première et j'ai trouvé le résultat incroyable. Bien content de l'entendre. Je tiens à vous présenter le réalisateur du film qui est avec nous aujourd'hui, Maxime Pelletier-Huot, qui est réalisateur, directeur photo, photographe. Sa passion pour les images documentaires authentiques et sensibles nourrissent sa vie professionnelle depuis près de 10 ans. Comme on a la chance de travailler avec nous, peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a intéressé à la base dans ce projet-là? Ça fait 1 an qu'on travaille sur le film, donc c'est Manon qui m'a approché. On avait travaillé dans le passé sur des capsules vidéo. Donc pour moi, c'est un thème qui... ça fait quand même presque 10 ans qu'on travaille ensemble avec le réseau Avant de craquer. Donc pour moi, c'est un sujet là, que j'ai vraiment à cœur. Je suis extrêmement sensible à ça, personnellement, puis j'ai pas peur de le dire. Ouvertement, j'ai eu un diagnostic d'un trouble anxieux il y a peut-être une quinzaine d'années. Donc, j'ai cheminé beaucoup et je suis rendu à un point de ma vie où j'ai comme le goût d'en parler, un peu de redonner ce que j'ai reçu comme outil. Donc, pour moi, le cinéma documentaire, un film documentaire comme ça, c'est un outil. Un outil pour en parler, un outil pour qu'il y ait de moins en moins de tabous dans la société. Je trouvais qu'on a de plus en plus des films ou des séries télé qui parlent de troubles mentaux ou de santé mentale, mais ça parle souvent des gens qui sont atteints des troubles personnellement, mais je trouvais qu'on n'avait pas assez, ou je suis même pas sûr qu'on a des films là-dessus sur les gens qui côtoient des gens qui ont des troubles mentaux. Donc pour moi, c'était important d'ouvrir la conversation sur ce sujet-là. Donner la parole aux membres de l'entourage et représenter leur réalité, tout à fait. Exact. Je vais profiter du fait que tu es avec nous. Qui de mieux que le réalisateur pour présenter le documentaire en quelques mots? Donc, avant qu'on puisse l'écouter ensemble, je t'inviterai à nous le présenter. Moi, je parle en cinéma, donc c'est vraiment le film qui va parler de lui-même, mais je veux dire que c'est un film où est-ce que j'ai été d'une posture d'écoute. Et ce film-là, c'est le film de Marie, c'est le film de Joanie, c'est le film de Dave, c'est leur histoire. Dave disait que c'est un peu thérapeutique, mais ça a été un peu ça. Ça a été une thérapie où est-ce que moi j'étais à l'écoute. Alors ce que vous allez voir, c'est des histoires authentiques, c'est des histoires vraies. Et moi je considère que c'est des histoires vraiment inspirantes et touchantes. Donc j'ai vraiment hâte que vous voyez le film. Génial. On a plus d'une centaine de personnes avec nous maintenant qui vont découvrir le film avec nous, sans compter ceux qui vont le voir sur Facebook aussi. Donc Éric, je te laisse lancer la projection. Au Québec et ailleurs, on évalue qu'1 jeune sur 5 a un proche atteint d'un trouble mental. Ce sont des enfants, des frères, des sœurs, des conjoints ou encore des amis qui doivent surmonter des défis pour lesquels ils ne sont pas préparés, en plus de les vivre souvent dans l'isolement. La grande majorité de ces jeunes va hésiter à demander de l'aide. Certains considèrent qu'ils sont capables de s'en sortir seuls, d'autres ne reconnaissent simplement pas qu'ils ont besoin d'aide. Nous sommes partis à travers le Québec pour rencontrer 3 de ces jeunes, Joanie, Dave et Marie. À travers leurs témoignages, on comprend qu'ils ont certainement vécu des situations difficiles, mais surtout qu'ils ont trouvé de l'aide sur leur chemin et qu'ils sont aujourd'hui mieux équipés pour prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches. Mais moi, je suis une fille qui est assez artistique dans la vie. J'ai toujours eu des passions, tant pour la musique,
pour l'art. Je me suis découvert également une passion pour l'artisanat. Et puis, les gens vont me décrire souvent comme une personne artistique, charismatique, enjouée, énergique. Ma mère, elle souffre d'un trouble bipolaire et on l'a su il y a seulement 5-6 ans. Donc, on l'a toujours su qu'il y avait quelque chose, mais le diagnostic a été posé justement il y a quelques années seulement. J'ai l'impression d'avoir des douleurs dans les pieds. J'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec ma mère. J'avais à peu près une dizaine d'années. Ma mère n'a jamais travaillé. Elle a toujours été une femme à la maison et je voyais aussi qu'au niveau des... Elle avait des périodes très instables. Et de 1. Ah ouais, maman. Hey, j'ai vraiment jamais joué à ça, je pense. Pas trop fort, hein? Oh! Ça a passé proche. Je voyais les parents de mes amis, puis je regardais ma mère, puis c'est là que j'ai compris à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, que ma mère était peut-être pas normale. Puis moi, je la blâmais pour ça, parce que je pensais que c'était de sa faute, mais bien des années plus tard, je me suis rendu compte que c'était pas de sa faute nécessairement. 45, 47, 49, 49. C'est-tu celui qui a le pointage le plus haut qui gagne? C'est celui qui a le pointage le moins haut. Bon, ben, maman, t'as gagné! Yes! Bon appétito, amigas! Ouais, toi aussi. Merci. Fait du bien d'être à l'ombre. Oh oui! Il y a un petit courant d'air. Effectivement. Ce pyjama-là, c'était Papou qui te l'avait acheté. Ah ouais. Mais t'étais tellement petite, là. Les pattes qui étaient longues. Fait qu'il fallait qu'on fasse un nœud. Parce que sinon, t'étais pognée dans ton pyjama. Je suis la 3e enfant de 6. J'ai toujours été... comme entre les deux, mais j'ai toujours été la petite maman pour mes frères, donc de me charger des repas, d'aider au niveau scolaire aussi, là, à l'école, préparer les lunchs et tout ça. Dans l'ordre des choses, les rôles ont été inversés. J'ai joué à titre de maman avec elle assez jeune. Je manquais l'école pour m'occuper de mon petit frère, par exemple. Check la petite face. Hey, ça, là... C'est fou, hein, par exemple, tu te ressembles pas. Non, je sais. Mais sinon, je... en fruits maternels. J'ai souvent eu ce sentiment-là que les gens me jugeaient, que les gens... Tu sais, moi, j'amenais pas personne à la maison parce que j'avais un sentiment de honte. Soit que c'était le bordel chez moi, parce que ma mère, elle filait pas dans cette période-là. Donc, c'était comme des montagnes russes. Autant que par moments, ça allait super bien, que c'était le fun, c'était agréable, mais qu'à un moment, là, qu'elle se réveillait le matin, puis c'était le total contraire. Elle n'a pas envie de se lever. C'est du criage. C'était de la chicane. Donc, ça dépendait vraiment des périodes. Assez jeune, j'ai commencé à pas accepter cette autorité-là, donc qui amenait justement qu'à l'école aussi, ça allait pas bien. On me disait quoi faire. Moi, j'étais comme non, je veux pas rien savoir. Je revirais de bord les personnes. J'ai eu des problèmes avec la police aussi parce que justement, quand on vivait un moment de crise, ben moi, je voulais partir aller prendre une marche. Ma mère appelait la police, donc la police me ramenait chez moi. Je lui en ai voulu pendant longtemps, là. Pas capable. Je tiens par là. Pas capable. Pas capable. Je m'excuse. Comme... Ben, moi, j'ai connu mon conjoint, j'avais 15 ans, puis il m'a écouté, il m'a parlé, il m'a conseillé. C'est vraiment la façon que je m'en suis sortie, c'est grâce à ce gars-là, qui a pris la peine de m'écouter, qui m'a compris aussi parce qu'il a eu ses douleurs à lui, sans nécessairement que ça soit les mêmes, mais en partageant nos problèmes, nos états d'âme et tout ça, bien, c'est ça qui a fait en sorte que ben, on a trouvé une lumière au bout du tunnel. Là. Ça a été ma lumière au bout du tunnel. Ouais. J'aime ça faire souper avec toi. Moi aussi.
Chef Papineau. C'est sûr qu'entre le diagnostic qui a été posé et maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a coupé les ponts. J'ai coupé les ponts pendant un certain moment, pendant quelques années, j'ai coupé les ponts. Parce que justement, j'ai décidé de mettre mes limites. Je lui ai expliqué pourquoi, quand on a repris contact, que j'avais décidé de prendre cette décision-là et de la mettre de côté de ma vie parce que c'était rendu trop toxique pour moi. Puis je lui ai expliqué les raisons du pourquoi et elle a finalement compris pourquoi j'ai décidé de mettre mes limites. Puis maintenant, elle sait qu'est-ce que je suis capable d'endurer ou qu'est-ce que j'accepte maintenant versus qu'est-ce que c'était avant. Il y a des fois, là, je voulais juste tout lâcher, là, parce que dans ma tête, là, il n'y avait plus rien qui allait, là. Ouais, je ne comprenais plus. C'est là que je prenais le relais. Tu sais, je comprenais plus rien, là. Je suis sûre qu'à travers mon cheminement puis tout, là, je suis sûre qu'il y a des personnes que j'ai blessées tellement profondément, puis sans même le vouloir, là, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a une couple d'années, j'ai décidé de couper les ponts, puis je voulais savoir comment toi, tu t'étais senti vis-à-vis de ça, puis si tu as compris un peu pourquoi aussi j'ai fait ça. Oui, j'ai compris. C'est sûr que ça m'a fait mal, parce qu'à ce moment-là, sur le coup, je comprenais pas. Avec le temps, avec le recul, je peux comprendre, parce que j'étais pas parlable, j'étais pas... on essayait de m'expliquer quelque chose, on essayait de me... Moi, non, c'était... Mon idée, c'était comme ça, puis... Fait que... Mais... je peux te dire que ça a été des moments que... ça a été rough, parce que... t'es ma fille, là. Mais ouais, je le comprends le pourquoi, par exemple. Parfait. Puis aujourd'hui, j'ai grandi de ça, Mm-hmm. parce que je le sais quoi faire et quoi ne pas faire si je veux te garder avec moi. Moi, avant, je ne croyais pas dans la maladie mentale. Je croyais pas à ça. Mais au moment que moi, j'ai vécu une dépression, là, j'ai fait « Oh, attends une minute, c'est réel. Là. Quand ça se passe, ça se passe. » Fait que j'ai arrêté de juger à partir de ce moment-là, puis j'ai appris à écouter. Ben moi, c'est sûr que j'aimerais qu'on arrête de penser que la maladie mentale veut dire que tu es quelqu'un de pas fonctionnel, qui peut pas avoir une vie normale comme n'importe qui. Au contraire, que tu sois avec de l'anxiété, que tu as un TPL, que tu sois bipolaire, il y a toujours moyen d'être capable de fonctionner quand même. C'est pas quelque chose qui va t'empêcher de fonctionner, t'es pas fou. Au contraire, c'est humain. Tu décides pas de naître avec ça, mais t'es comme ça, puis il faut apprendre à vivre avec, mais à s'adapter à ça. C'est comme de vivre avec quelqu'un d'autre, mais en dedans de toi, puis il faut apprendre à l'accepter puis à vivre avec. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire. C'est toi ou c'est lui, elle, c'est normal. Que tu sois avec de l'anxiété, que tu as un TPL, que tu sois bipolaire, il y a toujours moyen d'être capable de fonctionner quand même. Je m'appelle Gabrielle Brin-Lamour, je suis directrice générale à l'Accolade Santé Mentale. Qu'est-ce qu'on fait à l'Accolade? Bien, on aide les gens qui sont dans une dynamique relationnelle avec quelqu'un qui a une problématique au niveau de la santé mentale à mieux comprendre leur situation puis à mieux composer avec cette réalité-là. C'est pas quelque chose qui va t'empêcher de fonctionner, t'es pas fou. Quand elle a dit, quand j'étais plus jeune, je blâmais, je la blâmais ma mère pour tout ça. Et puis c'est quelque chose qu'on entend souvent, on cherche un coupable, hein? C'est-tu toi, c'est-tu moi? Et puis finalement, on se rend compte, il y en a, si tu la vis, il y a cette espèce de besoin-là. En tout cas, je pense que c'est pour vouloir comprendre, un peu donner un sens à tout ça. Fait que c'est comme la faute à quelqu'un, mais finalement, on se rend compte avec le temps que c'est la faute à personne. Puis à partir de là, elle a fait du pouce sur quelque chose d'autre aussi que je trouvais en tout cas, qui m'a interpellée. Puis je me suis dit, c'est ça qu'il faut comprendre. Elle a parlé d'un niveau de responsabilisation.
Elle a dit, souvent, j'étais plus responsable que... C'est souvent ce qui arrive aussi quand on est l'enfant d'eux. On a tendance à prendre les responsabilités qui sont un petit peu laissées en suspens. Ce qu'elle a fait, mais c'est parce que chacun, à un moment donné, chacune des deux a réussi à prendre la responsabilité de sa propre situation et sa propre vie. C'est ça qui a permis cette belle évolution-là. Mes amis, ils pourraient dire de moi que je suis quelqu'un d'excentrique, d'intelligent, de drôle, de disponible, puis de compréhensif. J'ai un caractère très fort, j'ai une conception de la vie bien à moi, donc parfois ça peut être un clash un peu de vision ou de valeur, tout ça, mais au final... non, je suis quand même un bon vivant et un bon body à côtoyer. Là. Ma dernière relation était avec une jeune femme qui était atteinte d'anxiété généralisée, troubles dépressifs et également troubles ou traits TPL. Donc, ça a été très intense, puis c'est devenu très complexe, autant pour elle que pour moi. Je voyais que pendant 3 mois, la personne était souriante, heureuse, enjouée. Après ça, on avait un autre 3 mois où la personne était dans sa descente. 3 mois dans le sous-sol du fond du baril. Et on avait un autre 3 mois où on était en train de remonter. Comment on fait pour avancer? Puis comment on fait pour comprendre cette personne-là? Puis moi, il y a un moment donné où, j'en parlais avec des amis, mais je voyais dans leurs yeux les points d'interrogation par rapport aux événements dont je leur parlais. Puis, à un certain moment, je me suis dit, tu sais, Dave, toi, quand tu as eu besoin, tu es allé voir des spécialistes par rapport à ton problème. Bien, si tu veux avoir de l'aide, peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir des spécialistes par rapport à ce genre de trouble-là, puis par rapport à, pas mon rôle encore à ce moment-là, mais à ma position par rapport à cette personne-là. Parce que c'est pas moi qui vivais l'anxiété, les crises, tout ça, mais j'étais là. Puis j'ai compris assez vite aussi que même si j'avais le goût d'aider dans des moments de crise, je pouvais pas faire grand-chose. Depuis qu'on s'est vu? Il s'est passé quoi là, exactement? Là, je suis vraiment tout seul dans la maison. OK. Fait que j'ai recommencé je me suis magasiné des meubles. OK. C'est important. Ça a bien été? Ça a bien été. Ça coûte cher, mais c'est pas grave, c'est le fun. OK. J'ai encouragé quelqu'un de la place aussi là, qui fait des meubles artisanales à Saint-Urbain. Ça a été une relation très intense. Puis ça, je l'ai apprécié autant dans les bons que dans les mauvais moments. Moi, je trouve que ça a été que du positif. Parce que ça te permet d'évoluer en tant qu'individu. C'est pas juste la personne qui est atteinte du trouble, mais en tant qu'accompagnant au jour le jour, ça permet de faire grandir énormément. Moi, la recette que j'ai, ma recette qui a fonctionné jusqu'à un certain point, mais qui a fonctionné parce qu'on peut la remettre n'importe où dans notre vie, c'est de dire, premièrement, il y a de l'aide qui existe, puis d'aller chercher du support, de l'appui auprès de gens qui ont l'expertise, les connaissances et la dévotion de nous accompagner dans des moments comme ça. T'es jamais venu au Parc Barreur? Ah bon? Ça n'a pas rapport. Oui, non, c'est jamais fini. C'est vraiment cool. C'est beau, hein? Oui, vraiment. T'es capable de donner le point autant à ton ami qu'à te faire l'avocat du diable. T'sais. C'est ça que j'aime avec toi. Si on veut avoir leur juste, on n'a rien qu'à te faire signe. T'es tout le temps disponible. Les gars, c'est des gens qui gardent beaucoup par en dedans et s'expriment très peu la plupart du temps. Ça, c'est très personnel par rapport à les commentaires, je vais dire là, c'est très personnel, mais j'ai l'impression que les gars tentent toujours de par eux-mêmes, soit de régler ou de trouver les solutions, mais aussi de ne pas admettre
soit qu'ils ne connaissent pas quelque chose ou qu'ils sont impuissants face à quelque chose. Je vous confirme que je suis un garçon. Je vous confirme que je suis allé chercher de l'aide et que ça a fait toute la différence. Puis non seulement toute la différence pour moi dans le moment présent, quand j'en avais besoin, mais aussi parce que lorsque nous, on acquiert des informations, des connaissances, la vie va faire en sorte que dans notre entourage, que ce soit demain ou dans 10 ans ou dans 20 ans ou avec nos enfants, ces connaissances-là, on va pouvoir les partager, puis on va être en train de donner aux suivants, puis on va être en train d'aider. Je pense que c'est beaucoup plus fort de reconnaître sa faiblesse et de demander de l'aide pour traverser une épreuve que de feinter la force et la capacité de passer au travers, alors qu'on sait très bien que tôt ou tard, c'est pas seulement une personne qui va être tombée au combat, mais 2 personnes. Donc, demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, les boys, OK? C'est un signe de force, puis c'est un signe d'être capable de reconnaître jusqu'où on peut aller, puis c'est une manière de reconnaître jusqu'où on veut aller. Quand on commence à vouloir en apprendre un peu plus, on se rend compte qu'autour de nous, finalement, il y a bien du monde qui ont passé par là. Et de se priver peut-être de l'amour de notre vie ou de laisser tomber une relation qui a du potentiel, et ce, seulement parce que on est resté dans l'inconnu. On n'est pas allé chercher on n'a pas cherché à effacer les points d'interrogation qui nous apparaissent auprès de la personne, dans la relation. Bien, ça demande un travail sur nous incroyable. Puis je pense que ça peut nous permettre de révéler la force intérieure qu'on a. Autour de nous, finalement, il y a bien du monde qui ont passé par là. Et Précédemment, on a vu le témoignage de Joanie, est-ce que c'était plus une dynamique familiale? Fait que c'est par rapport au rôle, souvent les enjeux dans une relation de couple. Souvent, les enjeux vont être par rapport à la dynamique et la distanciation entre, tu sais, on a chacun notre univers, puis on est en fusion, puis comment on s'y trouve là-dedans. Un couple, c'est 3, hein? C'est moi, toi et nous, c'est notre territoire, c'est quelque chose qu'on crée ensemble. Et quand on reste dans cette pensée-là, on arrive à pas être dans une dynamique de codépendance, et c'est facile de tomber dans la codépendance quand c'est une relation amoureuse puis qu'il y a de la maladie mentale, parce que l'autre est exposé dans ses vulnérabilités et ça peut être très valorisant de venir à la rescousse, pour pas dire parfois avoir envie de sauver, et puis alors que aider puis avoir une dynamique de couple qui est plus égalitaire, mais c'est dans l'accompagnement, pas dans le sauvetage finalement. Je suis une fille qui adore aider les autres. Je suis une fille qui va toujours être là pour ses amis, qui va être la première à vouloir mettre de l'action dans le groupe. Mais je suis surtout une fille qui va écouter les problèmes des autres et qui va rester dans ma petite bulle à moi, qui va aider les autres à la place de moi m'ouvrir pour me faire aider. Salut Marie! Qu'est-ce que tu fais là? T'es assis au bar à Playa del Carmen. Je bois de la bière. Hey, tu bois de la bière? Ma mère, elle a commencé à être malade quand j'étais toute petite. Je venais de naître, mais quand ça s'est beaucoup empiré, ça a été dans mes 5-6 ans, lors de la séparation de ma mère et mon père, ça a été beaucoup plus difficile. Mon grand-père, le papa à ma mère, quand il est décédé, ma mère a eu beaucoup de misère à passer par-dessus. Ma mère qui est tombée extrêmement malade, migraine chronique, dépression majeure et anxiété sévère. Tout d'un coup, ce qui n'a vraiment pas amélioré la situation. Moi, je m'occupais de ma maman comme si j'étais sa maman. Donc moi, pour moi, c'était normal. Je faisais toujours ça. J'ai toujours fait ça. Ça a été comme un peu mon mode de vie. Je m'occupais de ma mère. Je me concentrais beaucoup plus sur les autres que sur ma petite personne. Donc, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de rester concentrée, de me dire « Hey,
sais, où je vais bien ou je ne vais pas bien, j'étais pas capable de me le dire. Moi, c'était ma mère, mes amis, les autres, comment ils vont. Si je suis capable de leur mettre un sourire d'en face, ça va me mettre un sourire d'en face aussi, mais... J'ai des phrases que j'avais trouvées sur Internet qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Et c'est « Treat you like someone you love ». Prends soin de toi de la façon que tu prendrais soin d'une personne que tu aimes. Ça veut dire, prends soin de toi comme une personne à laquelle que tu tiens. Toi, t'avais pas de job? Non. J'étais allée porter mon CV à une pharmacie. J'ai une amie qui vit une certaine situation similaire à moi. Sérieusement, on en a parlé une fois, assez sérieusement, puis on s'est dit, crime, je pensais pas que notre histoire se ressemblait à ce point. Toi, ces temps-ci, comment ça va avec ta mère? Ben, ça va bien, c'est pas si pire. Ça va-tu mieux qu'avant? Oui, ça va beaucoup mieux. Je suis contente. Ça va en montant, mais il y a toujours des up and down. Je suis contente d'avoir une amie sur laquelle je peux me dire, crime, on a vécu pratiquement la même histoire. Beaucoup de choses qui changent, mais on a vécu pas mal de quelque chose de similaire. Fait que je suis contente de pouvoir parler de la situation avec une de mes amies sans aucune gêne, sans me dire hey, je veux pas soit qu'on me prenne par pitié ou qu'on me dise oh non, pauvre petite, tu sais. Non, moi c'est pas ça que je veux entendre, tu sais. Je veux juste qu'on me dise je sais, j'ai vécu dans la même situation ou je peux peut-être pas comprendre, mais je peux essayer de comprendre. J'ai juste hâte qu'elle me dise hey, j'ai plus besoin de aucun médicament, je suis correcte. Hey, j'aimerais tellement ça. Ouais, moi, tout, ça, je pense pas que ça va arriver pour moi. Non, moi non plus, inquiète pas. Non, je pense pas que ça va arriver, mais écoute... c'est quand même de quoi de dur à se débarrasser, là? Oui, ben c'est... En gros, c'est pas vraiment... Décider, tu peux pas vraiment t'en débarrasser. Tu peux juste apprendre à vivre avec. C'est ça. Je suis contente d'avoir des amis, d'avoir peut-être une ou deux amies qui sont capables de me comprendre quand que je dis ouais, mettons, à la maison... ça va moins bien. Puis il me dit oui, je le sais, on est peut-être dans la même situation aussi. Ça, c'est très important. Être capable de parler un petit peu avec ses amis, c'est toujours le fun. Être capable de se vider un peu, pas obligé de se vider au complet, juste pour se dire qu'on a ôté un petit peu sur nos épaules. Parce qu'on a des amis, c'est pas pour rien. C'est pas une bonne idée, hein? C'est-tu froid? Juste un peu, à peine. Play a song. Play a song, please. Thank you. Je ne cherchais pas d'aide, mais il y a eu une fois, j'étais aux toilettes avec des amis, puis là on me disait ouais, il faudrait aller à la cafétéria, aller chercher quelque chose à manger. Puis moi j'avais dit je suis désolée, moi j'ai vraiment pas d'argent là, cette semaine j'ai pas vraiment eu d'argent pour pouvoir manger. Et il y a eu une intervenante qui était là aux toilettes aussi, donc elle m'avait entendue et elle m'a dit crème, viens-t'en, je vais te donner une pointe de pizza, puis je vais te faire rencontrer quelqu'un. Donc, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup aidée. Je me souviens, cette collègue-là était venue me voir, elle dit « Hey, faut que tu rencontres Marie, juste pour voir avec elle là, si elle a des besoins particuliers ou quoi que ce soit. » Fait que oui, je me souvien de ça. Ça a été une belle rencontre. Hein? Oui. Après ça, on a continué à se voir une fois de temps en temps. Oui, c'est vrai. Je t'avais offert des services, puis c'est là qu'on a pensé, que j'ai pensé à t'offrir le feuillet du sillon. Et ça m'a pris un petit peu de temps avant d'appeler. J'ai hésité beaucoup. Ah oui? Mais j'ai décidé d'appeler. Est-ce que l'organisme a été capable, ils t'ont beaucoup aidé toi, mais ils ont aussi épaulé ta mère dans ce qu'elle vivait, là, me semble? Ma mère, elle avait surtout l'aide des médecins, surtout son entourage. Elle avait un conjoint aussi qui était là pour elle. Mais c'était moi qui étais en burn-out. OK. C'était moi qui avait besoin. Charge mentale trop élevée. Oui. OK. Fait que moi, j'avais beaucoup de questions, j'avais besoin de réponses. OK. Très fière de ma mère. Elle a été capable de passer à travers des événements que je pense que même moi, j'aurais jamais été capable de faire, de passer à travers. Et je suis très fière d'elle, puis elle le sait.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de l'impression que je dois être là pour ma mère. Elle est capable de faire certaines choses seule, puis encore aujourd'hui, elle a beaucoup moins de misère à s'occuper d'elle qu'avant. Donc, je suis juste très contente, je suis très fière d'elle et ça y va juste en montant. Puis, je suis juste très contente. J'ai beaucoup moins de responsabilités envers ma mère. Je m'occupe beaucoup plus de moi aujourd'hui. J'ai perdu des amis parce que je pensais beaucoup à moi. Je voulais vraiment que moi, ça soit une de mes priorités pendant un petit bout. Car ça fallait que je m'occupe de moi à un moment donné. Peut-être que ça m'a fait perdre des amis ou perdre des connaissances, mais je suis juste contente au moins d'avoir passé à moi, puis d'être rendue là aujourd'hui, puis d'avoir réalisé certaines choses que peut-être que j'aurais pas réalisées si je ne pensais pas à moi. Marie, quelle belle jeune fille pétillante et intéressante à écouter. On voit bien hein, toute la maturité qu'elle a développée. C'est aussi ce que ça permet d'avoir un parent qui vit des difficultés. Elle raconte qu'elle en a pris en charge beaucoup, puis qu'elle a pris beaucoup de responsabilités, puis qu'avec le recul, sa mère, bon, elle va de mieux en mieux, puis elle est capable de se recentrer sur elle. Et ça montre une super belle maturité parce qu'il faut être quand même assez mature pour être capable d'identifier ses propres besoins puis faire des choix qui sont sains pour soi. Marie, elle a fait ça. Elle a fait des choix pour elle, quitte à perdre des relations amicales parce qu'elle en avait besoin. Et ça, c'est ça, une évolution, puis un cheminement personnel qui est sain. Alors, Marie, je trouve que c'est une belle source d'inspiration. En tout cas, c'est un beau message qui montre que c'est pas parce qu'on grandit dans un milieu qui est fragilisé qu'on peut pas, nous, se développer puis quand même avoir un avenir qui est florissant. Joanie, Dave et Marie, un gros bravo. Ça, c'est la première chose que j'aurais à dire parce que ça demande énormément de courage de s'exposer dans ses vulnérabilités puis dans ses difficultés, dans ses tourments. Fait que s'ils ne savent pas, ben vous êtes hyper courageux. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est le cheminement qu'ils ont fait. C'est ça qui va leur permettre d'avoir cette vie-là qui est épanouissante puis enrichissante, puis que leurs futures relations soient agréables et les relations qu'ils ont actuellement aussi avec leurs membres de l'entourage. Et en faisant ça, en continuant ce beau cheminement-là qui est déjà entamé, bien, ils deviennent un modèle pour les autres. Ils deviennent l'exemple à suivre. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer de prendre soin de soi quand on est un membre de l'entourage. Tout comme Joanie, Dave et Marie, il y a des milliers de jeunes au Québec qui côtoient une personne ayant un trouble de santé mentale. Même si aujourd'hui les gens sont plus ouverts et compatissants, ces jeunes vivent encore avec les stigmas qui entourent les troubles mentaux. Sachant que ça représente le principal obstacle à la demande d'aide, il faut s'assurer de les rejoindre là où ils sont pour briser leur isolement. Dans les différents milieux scolaires, au travail et dans la vie de tous les jours. Il est important de reconnaître leurs besoins et de leur offrir toutes les ressources nécessaires pour faciliter leur plein épanouissement et les aider à garder le cap. Bonjour tout le monde. Petite information, Facebook a décidé d'attendre 11h45 aujourd'hui pour avoir une panne. Donc, il y a des petits problèmes avec la diffusion Facebook. Par contre, le documentaire va être diffusé sur notre page aujourd'hui à partir de 13h30 et on va avoir aussi une rediffusion ce soir là, du webinaire d'aujourd'hui à 18h. Donc, je suis content là, de pouvoir vous avoir avec moi l'ensemble des participants du projet. Et je voudrais commencer avec Jean-Philippe.
Jean-Philippe, tu en as glissé un mot tout à l'heure de dire que tu t'es reconnu dans cette histoire-là, dans ces histoires-là. Je t'ai tout à l'heure de te poser des questions à titre de porte-parole, mais j'aimerais ça, là, de ton côté, que tu me dises un peu, c'est quoi tes impressions là, après avoir pu écouter le documentaire? De un, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, mais c'est aussi de comprendre qu'on n'est pas tout seul, là, que peu importe la situation qu'on vit, le milieu qu'on vient, la région d'où on vient, l'âge qu'on a, on n'est pas tout seul. Puis, ce qui est vraiment beau dans ce documentaire-là aussi, c'est la parole qui est donnée à des plus jeunes aussi, de sentir aussi que la santé mentale, c'est pas une affaire, c'est très gros ce que je veux dire, mais c'est pas juste une affaire de vieilles personnes. On a comme souvent l'impression que les problèmes de santé mentale arrivent à des gens qui sont plus âgés et tout, mais non, parce que l'impact est auprès des enfants, des conjoints-conjointes, mais aussi beaucoup auprès des enfants. Donc, je trouve ça intéressant aussi d'entendre ce que les deux filles disent, puis la reconnaissance qu'elles ont pour leur mère, pour ce qu'elles ont fait aussi pour elles, mais que c'est ça, que ça a un impact. Puis en tant que jeune, parce que je me transpose, je suis de moins en moins jeune, mais je me transpose à l'époque. Puis tu sais, l'impact que ça a sur notre scolarité, l'impact que ça a sur notre capacité à se faire des amis parce qu'on est timide à l'idée de ramener des amis à la maison parce qu'on ne sait pas dans quel état nos parents vont être, l'impact que ça a sur, bien évidemment, nos emplois plus tard aussi, parce qu'on n'ose pas tout le temps en parler, parce qu'on a peut-être moins de temps à consacrer à certaines affaires. Donc, vraiment, cet impact-là est extrêmement important dans nos vies, puis je pense qu'on le comprend vraiment avec le documentaire. Tout à fait. D'ailleurs, je regarde les commentaires sortir sur le chat en ce moment, des gens qui ont pu la citer, qui reviennent beaucoup sur le côté touchant, sur le côté justement qu'on a pu faire appel à des émotions et tout ça, de pouvoir mettre des mots sur ces émotions-là. J'aurais une dernière question pour toi, parce que bon, on a parlé quand même plusieurs fois dans les dernières années, puis même cette année, que tu as vécu le même type de situation. Est-ce que tu aurais aimé ça avoir un film comme ça à l'époque pour justement voir que tu n'es pas tout seul? Clairement, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, j'ai des amis autour de moi qui sont des enseignants, autant au niveau secondaire que collégial. Puis, je sais que le film va être envoyé là, au réseau en éducation, mais je vais m'assurer personnellement que ces enseignants-là le présentent aussi à leurs étudiants parce que c'est pas compliqué à comprendre, c'est pas aride. Il y a des émotions qui sont vraies, des histoires qui sont vraies. Donc, il n'y a aucune raison qu'un enseignant refuse de présenter ça. Puis c'est exactement ce qu'on a de besoin. Donc, j'invite vraiment les gens aussi à le partager. Il va être disponible sur Facebook. Là. Ça ne peut pas être plus accessible que ça. Donc, vraiment que les gens n'hésitent pas à le partager, de regarder ça avec vos adolescents, avec les jeunes à la maison que vous avez, parce que c'est vraiment la meilleure façon de briser enfin ces maudits tabous-là. Ouais. Merci beaucoup. Je remercie nos participants qui ont été très généreux là-dedans, qui ont, avec leur témoignage, qui nous ont permis là, d'accéder à une partie qu'on ne raconte pas nécessairement toujours en public. J'aimerais commencer avec Dave. Dave, tu traites souvent là, de la question des hommes, de justement là, la réaction des garçons, la difficulté des fois de la demande d'aide. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir des approches particulières avec les gars, des façons différentes de communiquer avec eux? Peut-être, mais je pense que c'est surtout de faire comprendre le bien-être que d'aller chercher de l'aide va apporter à long terme sur notre vie personnelle, puis de faire tomber le tabou de la faiblesse reliée à la demande d'aide. Je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Sinon, chaque génération a sa manière d'être approchée, tout ça. Donc, c'est la même chose pour les hommes que les femmes. Mais c'est vraiment puis de faire comprendre que les gens qu'on va consulter, ils sont capables d'adapter leur discours à nous, à notre problème. Ils sont capables de nous faire comprendre puis de nous faire évoluer. Ce n'est pas une perte de temps que de tendre la main et de dire « s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi ». Fait que c'est vraiment plus à ce niveau-là, je crois, là, qu'il faut aller travailler
les gentlemen. Oui, effectivement. Joanie, dans le documentaire, à un certain moment, tu dis que sur le coup, tu n'as pas eu le réflexe tout de suite d'aller demander de l'aide. Qu'est-ce qui te bloquait là-dedans? Qu'est-ce qui faisait que tu ne te sentais pas prête ou que tu n'en sentais pas le besoin? En fait, moi, je m'imaginais que j'étais toute seule à vivre ce genre de situation-là, qu'il n'y a personne qui pouvait comprendre ou imaginer ce que moi, je pouvais ressentir. Ça m'a créé un gros sentiment de colère envers tout, vraiment envers tout. J'ai pas osé demander de l'aide parce qu'au moment que c'est arrivé, et surtout, je parle, on va dire, là, quand j'étais dans les alentours de 15-16 ans, j'avais mes frères à la maison et moi, j'avais peur que la DPJ entre dans la maison et qu'on soit séparés, qu'ils nous placent et qu'on soit séparés. Donc ça m'a vraiment mis des bâtons dans les roues dans le sens de dire j'avais très peur que quelque chose comme ça arrive. Donc, c'est ça qui m'a empêchée. Mais en réalité, c'est pas ça probablement qui serait arrivé. Probablement qu'il y aurait eu juste des intervenants qui seraient venus nous conseiller et qui auraient eu des interventions et qu'on aurait eu des conseils ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'est ce qui m'a empêché à ce moment-là là, d'aller chercher l'aide nécessaire. J'ai eu une intervenante, une TES à l'école, par contre, qui a été beaucoup avec mon dossier, dans le fond. Pratiquement tous les matins, j'allais dans son bureau à m'écouter tout ça. Mais c'est ça. C'était vraiment par crainte pour moi et mes frères qu'on soit séparés et moi, j'étais un peu comme la maman. Donc, je ne voulais pas que ça arrive et c'est ça qui m'empêchait d'y aller, malheureusement. Mais il ne faut pas s'empêcher d'y aller, justement. C'est pas ça qui va arriver nécessairement. Donc, oui, ça fait peur d'aller chercher l'aide, mais après ce sentiment de peur, il peut y avoir un sentiment de soulagement, si je peux dire, en ayant des ressources pour ça, là, ça c'est sûr. Merci beaucoup. De toute façon, de ce qu'on comprend très bien de ton discours, avec ce que tu sais maintenant, avec le vécu que tu as maintenant, tu referais assurément les choses différemment. C'est sûr, effectivement. En sachant qu'il y a des ressources, c'est sûr que j'aurais été chercher ces ressources-là. Donc, c'est pour ça que je le partage aujourd'hui et que je m'implique à ce niveau-là. Merci beaucoup. Mais, Marie, tu as traité d'une question sur l'importance des amis. Donc, de la chance de trouver autour de nous des amis qui ont des situations similaires ou du moins qui ont une ouverture à comprendre ce qu'on vit. Pour toi, comment ça a fait une différence? Ça fait une très grosse différence. Être capable de s'ouvrir avec nos proches qui sont à côté de nous, juste à côté, être capable de s'ouvrir avec ses amis, être capable de parler de choses assez sérieuses, pas obligé que ce soit toujours d'autres sujets. On peut parler des sujets assez tabous comme ces sujets-ci. Et je trouve ça extrêmement important d'être capable de créer un lien avec ses amis, pas nécessairement juste en s'amusant, mais en ayant des discussions assez sérieuses qui prouvent qu'on a un certain lien avec notre ami. Génial. Je vous demanderai à tous à tour de rôle parce que, bon, on s'entend, vous avez vécu votre histoire, vous avez vécu le tournage et tout ça, mais de voir les témoignages des deux autres à chaud, là, comme ça, comment vous avez vécu ça de pouvoir voir les autres témoignages? On peut commencer par Dave. Vraiment, moi, c'est venu me chercher, c'est venu me toucher. Puis en même temps, moi, je peux comprendre dans une certaine mesure les deux filles, là, Joanie et Marie. Moi, ma mère a été malade très longtemps. Puis j'ai vu mon père être proche aidant quelque part, aidant naturel. Fait que je peux comprendre le sentiment puis les certaines épreuves qu'ils ont traversées. Puis vraiment, moi, je vous lève mon chapeau, les filles. Là, félicitations puis bravo pour votre courage puis votre détermination. Marie, tu peux poursuivre. Comment tu as trouvé ça là, de découvrir les deux autres histoires? Ben, je trouve ça quand même assez incroyable parce que moi aussi, je me disais, je suis peut-être toute seule dans ma situation, mais non, il y a tellement de personnes qui vivent une situation semblable à la mienne et je trouve ça juste le fun d'être capable de pouvoir écouter l'histoire de d'autres personnes qui ont fait vécu des situations semblables à la mienne pour pouvoir me dire finalement, je suis peut-être pas seule. Merci beaucoup, Marie. Joanie, comment tu as trouvé ça là, de découvrir les deux autres histoires?
C'est sûr, ça donne une autre perception, justement, de voir avec une conjointe que ça peut donner, avec une maman aussi. Moi, je trouve que c'est le fun parce qu'il y a quand même des similitudes tout en étant complètement différents. Puis de voir ça, moi, je trouve que c'est beau. Marie, tu es une demoiselle vraiment inspirante, tu as une maturité, wow! Moi, honnêtement, tu me fascines. Je tiens vraiment à te le dire, vraiment bravo à toi. Dave aussi, malgré tout ce qui est arrivé, ben, tu es là. Puis moi, je trouve bien que tu prennes la parole pour les cas. Parce que moi aussi, j'ai un conjoint, en fait, qui fait de l'anxiété, en fait, puis qui a aussi beaucoup de difficultés à aller demander de l'aide. Donc, moi, je trouve ça bien parce que justement, c'est nécessaire. Puis de savoir justement où sont les limites, ben, le message que tu as passé aussi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, on se félicite tous, mais je vous félicite aussi. Puis vraiment, je pense qu'on a vraiment bien fait ça. Puis je suis vraiment contente de voir le beau message qu'on a tous donné. Donc, mais j'ai vraiment trouvé ça fascinant de voir votre côté aussi de vos histoires. Donc, j'ai trouvé ça juste tout simplement génial, puis vraiment très encourageant, pas juste pour moi, mais pour les autres aussi qui visualisent ça. Merci beaucoup. Honnêtement, en tant que maître de cérémonie, habituellement, je laisse la place, mais je me permets un petit commentaire. J'ai vraiment trouvé ça génial de voir comment Maxime a réussi à rendre vos histoires à la fois uniques et universelles. Vous avez fait preuve d'une très grande générosité. Maxime a très, très bien travaillé pour pouvoir rendre ça. On voit chacun votre voix, votre unicité, mais en même temps, il y a quelque chose qui résonne chez tout le monde et c'est ce que je souhaite là, que ça va pouvoir résonner le plus possible. On est maintenant à notre période de questions. On va prendre les questions d'auditoire. Pour simplifier le processus, je vous dirais, passez vraiment par l'outil de clavardage parce que sinon, ça peut être beaucoup de choses à gérer si ça arrive à 3-4 places différentes. Puis, pour respecter l'horaire, on va se limiter à 10 minutes. Mais si vous avez des questions pour les participants, pour Maxime, pour Jean-Philippe, ils sont présents pour vous pour répondre à vos différentes questions. Donc, on peut commencer maintenant. Donc, puis merci beaucoup aussi d'avoir pris la peine là, de laisser les témoignages. Je vois que c'est. Il n'y a pas juste. Il n'y a pas juste de notre côté qu'on a été touché, mais je me rends compte que tout le monde qui a assisté ont été touchés, puis c'est vraiment le fun de voir la réponse. Donc, on a une première question. Comment vos proches ont pris le fait que vous avez participé à ce documentaire? Donc, je vais envoyer la question vers nos participants. Joanie, comment tes proches ont trouvé ça, le fait que tu participes au documentaire? En fait, je ne cacherai pas que ça m'a pris 2 tentatives avec ma mère parce que, je veux pas, c'est la concernée. Aussi, elle a vécu une année assez difficile au niveau de plusieurs choses, au niveau d'un deuil. Elle a perdu sa maman. Donc, je ne voulais pas non plus la brusquer. À ce moment-là, moi, je l'ai abordée. J'ai un petit peu cassé la glace en discutant avec elle, en disant, mais tu sais, maman, je me suis fait proposer de parler de ce sujet. Est-ce que toi, tu seras à l'aise que j'en parle? Parce que veux pas, moi, je voulais avoir son autorisation avant de m'embarquer dans ce projet-là pour pas qu'il y ait un effet boule de neige en arrière de tout ça. Donc, c'est sûr que sur la première fois que je lui ai demandé, ça a plus ou moins fonctionné, mais quand j'ai pris la peine de lui mentionner mes motivations, en quoi ça consistait et tout ça. Là, elle a pris la peine de m'écouter, puis elle m'a dit, ben écoute, ça pourrait être une bonne idée. Au départ, elle ne voulait pas nécessairement participer. Puis je lui ai demandé, ben, écoute, ça pourrait faire un beau projet mère-fille. Est-ce que tu serais prête à embarquer? Et finalement, elle me dit, ben écoute, on va le faire ensemble. Donc ça, j'ai vraiment été contente qu'elle embarque aussi dans le projet. C'est sûr, ça ne s'est pas fait en clignant des yeux non plus, mais ça a pris un certain moment. Donc, sur le moment,
la première fois, ça a plus ou moins fonctionné, mais quand elle a compris qu'est-ce qui me motivait à faire ça, ben, elle m'a donné son autorisation et a embarqué également dans le projet. Donc, je suis vraiment contente et fière d'elle aussi qu'elle ait accepté tout ça. De ton côté, Marie, ça s'est passé comment là, quand tu as annoncé à tes proches que tu voulais participer au projet? Ben, ma mère était hésitante au début. La même chose pour mon père. C'était beaucoup plus, ouais, est-ce que mon nom va être sorti? Est-ce qu'on va voir mon visage? Ils hésitaient beaucoup. Au début, c'était non. Après, c'était peut-être, j'aimerais ça poser des questions, avoir des réponses à mes questions. Puis par la suite, ça a été OK. Je n'ai plus vraiment de problème avec ça. Si c'est pour t'aider, toi, à en parler, vas-y, je t'en empêcherai pas. Génial. J'ai ma mère aussi qui est juste à côté de moi. Est-ce que Oui, elle ce pourrait serait génial. Veux-tu apparaître dans l'écran? Oui. Oui, est-ce Bonjour. que ça va bien? Bonjour. Oui, c'était quelque chose de très personnel pour ma part. Hein. Et c'est pas toujours évident de dire oui tout de suite et vas-y, fonce. Parce que c'est sûr que les répercussions qu'on pense souvent, c'est des répercussions qui peuvent être très positives. Oui, en ce moment, c'est parfait. Mais ça aurait pu avoir des répercussions aussi négatives. Puis c'est ce que je voulais pas faire vivre à ma fille. Moi, j'en ai vécu des répercussions négatives, mais par contre, aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, je fonctionne bien, puis je fais mes choses. Mais par contre, non, c'est pour le bien de Marie. Elle en avait besoin. Elle est allée chercher l'aide. Puis il faut pas oublier aussi des fois une petite parenthèse, aller chercher de l'aide. On commence souvent par le parent parce que Marie, je l'ai dit beaucoup, je voulais vraiment qu'elle ait consulté tout ça. Mais ça n'a pas fonctionné vraiment. Ça a fonctionné par rapport à l'école ou à des personnes autres que moi, ben, je suis très contente. Puis ce qu'elle est devenue aujourd'hui, je suis super fière d'elle. J'aime beaucoup. Puis c'est ça l'important. C'est ça l'important. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Parce qu'en effet, on parle beaucoup, et c'est tout à fait vrai, de la générosité des participants, mais il y a aussi toute une équipe autour de ça, les gens autour de vous, vos proches, qui eux aussi font preuve de générosité à travers ça. Donc, merci beaucoup. De ton côté, Dave, comment ça s'est passé quand tu as parlé, que tu avais l'intention de participer au documentaire? Alors, personne n'était surpris de mon côté. Non. Puis, non, tout le monde m'a dit « Go, vas-y, c'est quelque chose qui te tient à cœur, puis tu as un message à passer, fait que go, go, go. » Puis, vraiment, ça allait de soi. J'aime bien pouvoir prendre la parole quand on m'en donne l'occasion pour défendre des choses qui me tiennent à cœur ou des injustices, des trucs comme ça. Puis la question d'être un proche aidant, ben, puis de vraiment mettre de l'avant l'aide qu'on peut aller chercher en tant que proche aidant, ben, tout de suite, ça m'a appelé. Puis j'ai beaucoup de personnes qui ont juste hâte de voir le documentaire, finalement. Puis donc, c'est ça de mon côté. Tout a été tranquille comme un fleuve. Génial. J'ai une question ici qui irait peut-être plus, je ne sais pas, Jean-Philippe ou Maxime. Quelqu'un qui veut savoir stratégiquement, ça va être quoi la suite? Comment le documentaire, qui est très inspirant, va pouvoir être réutilisé ou réinvesti? Ben, Maxime, tu peux renchérir si tu veux, mais en fait, le documentaire va être envoyé au réseau de l'enseignement, au réseau de l'éducation, puis il va être accessible donc sur Facebook. Voilà, donc les gens vont pouvoir le voir et distribuer gratuitement à tout le monde. Ouais. Ouais, ben c'est ça. C'est ça qu'on a choisi depuis le début. Ce que nous, on souhaitait vraiment, c'est que ça soit disponible pour tout le monde. Donc, en mettant ça sur Facebook, Internet, ben à ce moment-là, c'est facile à partager. Après ça, bon, c'est sûr que si ça donne un peu le rôle aux gens qui ont aimé le film de repartager, mais c'est ça que je trouve beau aussi. T'sais, on forme une communauté de gens qui s'entraident en ce moment. Donc, pour moi, que ce film-là soit disponible sur Internet pour tout le monde, c'était la meilleure voie possible. Puis il va y avoir aussi, c'est ça, comme disait Jean-Philippe, un accompagnement dans des écoles pour s'assurer que
Parce qu'il y a le film, mais il y a tout ce qu'il y a autour du film. On ne peut pas en 30 minutes là, parler de tout. Les histoires, les 3 histoires qu'on raconte, c'est 3 histoires, mais il y a beaucoup de troubles, des problématiques de santé mentale. On ne peut pas tout parler en 30 minutes. Donc, d'avoir des conférences dans des écoles, on espère que les enseignants vont embarquer pour pousser un peu plus loin. Il y a un guide pédagogique qui va être fait pour accompagner le film. Donc, mais c'est ça. Moi, je vous invite vraiment là, à partager le film. Si vous avez apprécié, ça va être disponible au courant de la journée. Non, puis même, tu sais, j'allais dire, tu sais, on a fait, il y a 2 ans, je pense maintenant, là, on avait fait des conférences dans des universités, tu sais, à Québec, à Montréal, justement, pour essayer de parler puis rejoindre les jeunes. Mais tu sais, à une conférence, vient qui veut venir, là, tu sais, alors que là, je trouve que c'est formidable parce que sur Facebook, c'est tout le monde. Et il y a des gens qui vont pouvoir le regarder sur leur téléphone, dans leur lit, alors que personne ne sait qu'ils regardent ça. Puis il y a peut-être des jeunes qui n'auraient jamais regardé ça, mais que là, ils vont le regarder parce qu'ils peuvent le faire quand ils veulent, au moment qu'ils veulent. C'est vraiment formidable. Puis je pense vraiment que ce film-là va rejoindre un large public. Puis même va toucher aussi des gens qui pensaient peut-être même pas être touchés par la santé mentale. Assurément. Absolument. Je peux juste rajouter une petite chose. Donc, les gens qui veulent être tenus au courant, ça va être mis en ligne là, très prochainement. Donc, quand Facebook va revenir, c'est incroyable que la panne de Facebook arrive exactement au moment de notre visionnement. Mais quand Facebook va être de retour, inscrivez-vous à la page du réseau Avant de craquer. Puis vous allez avoir toutes les nouvelles. Voilà. Merci beaucoup. Hey, je suis désolé, on a encore quelques questions, mais je dépasse déjà un peu mon temps, puis je suis conscient qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de retourner travailler après et tout. Mais n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, avec le réseau Avant de craquer. Ça va nous faire plaisir de répondre, entre autres, par notre page Facebook. Et vous pouvez tous être des vecteurs de diffusion. Vous avez vu le documentaire, vous êtes au courant de ce que c'est. N'hésitez pas à le partager autour de vous sur votre réseau Facebook à partir de notre page. C'est facile, un seul clic, ça va être partagé autour de vous et vous ne savez pas qui autour de vous en a besoin. Ce n'est pas écrit dans la face des gens. Donc, je vous invite à le faire. Je vous remercie aussi pour votre présence, votre participation. Je vous invite aussi à vous joindre à nous pour les prochaines activités. Comme on le disait, oui, on a le documentaire qui est un super outil, mais il y a des outils qui vont être bâtis autour de ça. Entre autres, demain à 11h45, on va faire un autre webinaire. Et cette fois-là, ça va être pour lancer un guide pédagogique qui vient en complément du documentaire pour, entre autres, en milieu scolaire, que ça puisse aider les jeunes. Mercredi, on va faire le lancement d'un concours Deviens un ambassadeur engagé. Le lendemain, ça va être le dévoilement du nouveau portail Avant de craquer, complètement repensé et qui a vraiment été bâti pour répondre aux différents besoins, aux différentes clientèles. Et vendredi, 11h45, un autre webinaire, cette fois sur l'accompagnement des membres d'entourage. On a décidé vraiment de revenir à la base parce que souvent c'est flou, c'est oui, il y a des groupes d'aide, mais on fait quoi exactement? On s'adresse à qui et comment va se faire le suivi, l'accompagnement? Je pense que ça peut répondre à bien des questions. D'ici là, je vous le rappelle, n'hésitez pas à partager la présentation. Dès que Facebook va le permettre, là, cet après-midi, on va mettre le documentaire. Si tout va bien, ce soir, il va y avoir une rediffusion du webinaire. Donc, il y a tout ce qu'il faut là, pour que vous puissiez être... C'est pas compliqué, pour que vous puissiez faire partie de la solution. Et je vous avais promis, avant de vous quitter, là, de vous expliquer comment participer à notre concours pour gagner une des 2 cartes de crédit prépayées d'une valeur de 100 $. C'est simple. Écrivez juste en commentaire d'une de nos publications, là, soit celle du documentaire, soit celle du webinaire. Écrivez-nous, je fais partie de la solution. Normalement, c'était d'ici 13h30 aujourd'hui, mais à cause de la panne, ça va être d'ici la fin de la journée. Donc, et je vous rappelle, juste d'être avec nous aujourd'hui, vous faites déjà activement partie de la solution. Et on va annoncer nos gagnants demain lors du prochain webinaire. Donc voilà, je remercie mes panélistes, je remercie Jean-Philippe, Dave, Maxime, Marie, Joanie pour votre générosité. Merci. Je voulais juste rajouter aussi que le documentaire il va être disponible là, sur avantdecraquer.com. Donc, c'est pas seulement sur Facebook, mais ça va être aussi sur le site Internet. Tout à fait. Merci et merci beaucoup à toi, Pierre-Luc, aussi. Hein? Oui. Merci, Pierre-Luc. Ça fait plaisir. Ouais.
Bye tout le monde. Bye bye, bonne Bye. journée. Bye, tout le merci. monde. Merci beaucoup, tout le monde.